Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui je vous retrouve avec grand plaisir pour ce podcast qui va faire le bilan de l'année 2019 au cinéma et j'ai décidé cette année de ne parler que des films que j'ai appréciés et donc faire un top 50 entre guillemets mais surtout le top 10 final en plus de détails des longs métrages que j'ai appréciés au cinéma parce que oui, 2019 a été une grande année pour moi, probablement l'une des meilleures des années 2010, avec l'année 2010 d'ailleurs. Et franchement, je me suis régalé sur plus d'une séance donc au cours de ces 12 derniers mois. Et il fallait que je parle beaucoup de films. Alors oui, évidemment, je me suis risqué à un classement, donc je ne triche pas, mais j'ai décidé, oui, de ne pas limiter celui-ci. Il y aura le top 10 traditionnel à part à la fin, évidemment. Mais je vais commencer par le 50e. Et en fait, ouais, il y en a deux. Et oui, il y aura en fait 51 films mentionnés dans ce petit podcast. Les films qui sont à la 50e position ex aequo sont Creed 2, voilà, que j'ai vu trop tôt cette année, que j'ai pas eu le temps de revoir malheureusement, mais qui m'a quand même plu. Et Alita Battle Angel, même phénomène, et dont j'attends une suite en fait, parce que la fin était un petit peu frustrante. 49e position, film que je n'ai vu qu'en VOD en streaming parce qu'il n'est pas sorti au cinéma en France, Traîner sur le bitume ou Dragged Across Concrete que j'ai vu en plein été. Alors, c'est pas mon genre ultime de cinéma, mais j'ai vraiment apprécié, j'aurais aimé le voir dans une salle obscure. 48e position, la fameuse Invasion des ours en Sicile, un film d'animation franco-italien que j'ai eu le grand plaisir d'aller voir avec Landy Manchet du ciné et son acolyte Baptiste à l'époque. C'est un film très honnête qui mérite sa place parmi donc les films positifs de l'année. 47e position, Ça chapitre 2. J'ai bien apprécié, visuellement c'était intéressant, alors il est inégal ce métrage, mais franchement il reste assez réussi à l'image du premier. 46e position, Edmond, un film français très intéressant sur la création de la pièce Cyrano de Bergerac par Edmond Rostand. Une sorte de pièce de théâtre en film qui mérite le coup d'œil. 45e position, et là je sais que beaucoup l'ont mis beaucoup plus haut dans leur classement, mais c'est pas grave, moi je ne le mets que là. Le Mans 66 ou Ford vs Ferrari de James Mangold, j'ai apprécié, mais il manque un petit truc. Bon, c'est pas grave. 44e position, Mathias et Maxime, le deuxième Xavier Dolan que j'ai vu cette année. Sans spoiler, le premier que j'ai vu est plus haut dans mon classement. Xavier Dolan, c'est un réalisateur que j'ai découvert cette année. Et avec ce film, disons que c'est peut-être le moins bon Dolan que j'ai vu jusqu'à maintenant. Mais ça reste quand même un métrage très intéressant. La fin m'a un petit peu laissé sur ma faim, il faut l'avouer. 43e position, le Dumbo de Tim Burton. Oui, c'est inégal, oui, il y a du CGI un petit peu dégueulasse, mais c'est une adaptation de Disney qui vaut le coup, qui prend des risques, notamment dans sa seconde partie. Donc du coup, j'avais envie de le valider parmi les bons films de l'année. 42e position, John Wick Parabellum. Alors je ne suis pas un grand fan de la saga, mais j'aime bien, et j'ai apprécié voir ce film au cinéma. Vraiment bien fichu, bien écrit, et assez fun dans son action, donc ça valait bien le coup de le placer ici. 41e position, là aussi beaucoup de gens le mettront certainement plus haut que moi dans leur top. Rocketman, le biopic sur Elton John. Film que j'ai apprécié, mais qui m'a pas galvanisé autant qu'un Bohemian Rhapsody. Oui, je cite Bohemian Rhapsody parce que tout le monde l'a comparé avec Bohemian Rhapsody à sa sortie. Par contre, ce qui est certain, c'est que Taron Egerton mérite potentiellement une nomination aux Oscars avec ce rôle-là. 40e position, le film ambitieux français de l'année, Le Chant du Loup. Il y a quelques maladresses, mais globalement, c'est une vraie réussite. Et ça sort des sentiers battus pour le cinéma français. Et ça, il faut le souligner. 39e position, un film qui n'est sorti qu'en VOD, me semble-t-il, Lords of Chaos, film sur la scène black metal norvégienne. Alors oui, il y a des inégalités absolues, mais j'ai apprécié l'ensemble, c'est assez fun et intéressant à suivre, surtout quand on connaît un minimum ce qui a pu se passer à cette époque-là. 38e position, un autre biopic centré sur la musique metal, enfin ici c'est du glam rock, The Dirt, qui raconte l'histoire du groupe Motley Crue. Et c'était plutôt fun à voir, avec des acteurs plutôt bien impliqués et une imagerie qui était cool, avec de la bonne musique. Que demander plus? Il est sorti sur Netflix d'ailleurs ce film. 37e position, un film suédois, Border, qui questionne l'humanité ou le non-humain justement, et une des expériences les plus étranges du cinéma en 2019.
36e position, voilà un film qui avait une proposition particulière aussi. Brightburn, l'enfant du mal, sorte de film anti-héros où on voit un enfant qui devient méchant. Une sorte d'anti-Superman, mais vraiment cool. Vraiment un bon moment de cinéma. 35e position, Dolomite is my name, un film Netflix avec le grand retour d'Eddie Murphy. Un film feel good qui vraiment vaut le coup d'œil et que j'aurais même pu placer plus haut finalement si je l'avais découvert plus tôt. 34e position, Dr. Sleep, la suite de Shining par Mike Flanagan. Vraiment bien. Il réussit à respecter l'univers à la fois de Stephen King et de Kubrick sur Shining, ce qui est un petit tour de force, il faut l'avouer. Même si, évidemment, il y a quelques défauts. Mais franchement, l'ensemble est très intéressant. 33e position, Monsieur Link, un film d'animation des studios Laika qui est passé totalement inaperçu, c'est assez fou, et qui m'a plutôt marqué d'une certaine manière, et qui était plutôt passionnant à suivre, il faut l'avouer. 32e position, un des meilleurs films entre guillemets pour enfants de l'année, film d'animation, Minuscule 2, Les Mandibules du bout du monde, qui est à l'image en gros du premier, une belle aventure, j'allais dire humaine mais non, d'insectes, mais on pourrait presque les humaniser tellement les émotions sont là. 31e position, petit regret de ne pas l'avoir revu d'ailleurs, 90s ou mid-90s, la première réalisation de Jonah Hill est probablement le meilleur premier film de cette année 2019. Je le reverrai à l'occasion et peut-être l'aurais-je classé plus haut si j'avais eu le temps de me le refaire. Mais bon, ça, on ne le saura jamais. Enfin, du moins, pas au moment de ce podcast. 30e position, mon premier Xavier Dolan découvert et je suis allé le voir au cinéma. Ma vie avec John F. Donovan, qui a été un petit peu balbutiant dans sa production, que le réalisateur lui-même renie un peu. Mais j'ai trouvé ça vraiment touchant, une belle histoire. Il y a les défauts qui vont avec, et puis il y a la révélation quand même de Jacob Tremblay, le jeune acteur dans ce métrage. Un petit gars qui ira loin. 29e position, La Favorite, un film historique de Yorgos Lanthimos, avec l'une des meilleures performances d'actrice de l'année, Olivia Colman, qui mérite son Oscar. Alors, il était plus haut dans mon estime au premier visionnage, mais ça reste quand même un film qu'il faut voir. Si vous vous intéressez à l'histoire, surtout à l'histoire britannique de l'époque, ça devrait normalement vous parler. 28e position, et là aussi j'aurais aimé le revoir pour peut-être le juger encore plus haut, Les Misérables de Lajli, un des films français choc et coup de poing de l'année que j'ai eu grand plaisir de voir en compagnie d'amis cinéphiles. Vraiment une œuvre qui va représenter d'ailleurs les Oscars en France, qui mérite le détour par son côté très réaliste, ce qui n'est pas pour gâcher l'ensemble. 27e position, Glass de M. Night Shyamalan, qui a beaucoup été décrié. J'avais quelques bémols au premier visionnage, mais en le revoyant, j'ai bien compris où il voulait nous mener, et la fin est, il faut l'avouer, très émouvante d'une certaine manière, surtout quand on connaît les films précédents, Incassable et Split. Pour moi, c'est quand même une œuvre réussie, un peu inégale, un peu longuette, mais un film qui vaut le détour. 26e position, Star Wars 9, l'ascension de Skywalker. Alors là aussi, 80% des gens l'ont trouvé pas bon, voire nul. Eh bien, je fais partie de ceux qui l'ont finalement apprécié. Je l'ai revu au cinéma avec grand plaisir en compagnie de l'endimanché du ciné. J'ai pas changé d'avis dessus. Je peux comprendre les déçus, bien évidemment. Mais pour moi, le scénario se tient et il y a une certaine cohérence malgré tout, malgré que le 8 soit un petit peu oublié. Mais pas tant que ça en fait. Franchement, bon, compte tenu de la postologie et de son intérêt de base, on termine sur une bonne note. Et cette nouvelle trilogie qui a tant fait couler d'encre, s'avère réussie. Et pourtant, c'est un fan de la première heure qui vous parle. 25e position, La Mule de Clint Eastwood. Alors là aussi, au revisionnage, je l'ai un petit peu redescendu dans mon estime, mais ça reste un des grands films de l'année. Très touchant avec un Clint Eastwood sur le déclin, en mode crépusculaire. Il joue son personnage comme si c'était lui-même. Mais ce n'est pas son dernier film, puisqu'un prochain arrive au mois de février. 24e position, Marriage Story, un film Netflix sorti en fin d'année,
qui a ses inégalités dans son histoire. C'est pas totalement le style de film que je vais apprécier, mais qui brille par son duo d'acteurs, Scarlett Johansson et Adam Driver. D'ailleurs, ce dernier mérite une nomination aux Oscars. Il y a une scène de dispute entre les deux dans le film, qui est pour moi l'une des séquences les plus marquantes du cinéma en 2019. Limite dommage qu'il ne soit sorti que sur Netflix, celui-ci. 23e position, un film d'animation pour adultes, assez choc, assez politique et triste, Les Hirondelles de Kaboul. C'est français et ça prouve une nouvelle fois que l'animation française se porte très bien d'ailleurs. Il y en a encore un que je vais classer plus haut, que je n'ai pas encore cité dans ce top. 22e position, Bienvenue à Marwen de Robert Zemeckis. Et oui, le pauvre Robert Zemeckis, un peu abandonné par les studios, qui a sorti donc son métrage début janvier 2019 dans l'oubli le plus total. Et pourtant, ce film est très touchant, très marquant, avec un Steve Carell qui est là aussi pour moi l'un des meilleurs acteurs de l'année 2019. Bref, à voir ou à revoir dès que vous en avez l'occasion. 21e position, un film qui a pratiquement mis tout le monde d'accord cette année, Green Book sur les routes du Sud. Il a eu l'Oscar d'ailleurs du meilleur long métrage. Et oui, c'est un très bon film, très feel good, avec une belle relation entre les deux personnages joués par Mahershala Ali et Viggo Mortensen. Oui, c'est un film qui repose sur un certain académisme, c'est pour ça que je ne le mets que 21e, mais il fait mouche, il faut l'avouer. Attention, on arrive dans le top 20, on se rapproche du top 10, tout doucement. Et en 20e position, j'ai choisi un film français, une des belles surprises d'ailleurs de la fin d'année, La Belle Époque de Nicolas Bedos. Une sorte de comédie dramatique romantique qui touche un petit peu à la science-fiction, enfin vite fait quand même. Franchement, j'ai passé un très bon moment devant ce métrage. Je n'en attendais absolument rien, je suis allé le voir presque sur un coup de tête et je suis ressorti de là avec un gros smile mais aussi une certaine émotion. 19e position, The Lighthouse, un film que nous sommes allés voir avec Nico Ciné, Cinémagique et l'Endimanché du Ciné. Un métrage horrifique, angoissant, très centré sur la relation humaine là aussi. Un des films les plus bouleversants et marquants de cette année, que je veux revoir avec grand plaisir. D'ailleurs, j'aurais pu le revoir, mais bon, je préfère laisser passer du temps. Certainement, lui aussi aurait pu se retrouver plus haut dans le top. 18e position, film décrié là aussi, le second long métrage de Jordan Peele, Us, qui a un grand message politique en son sein. Alors peut-être qu'il y a des maladresses dans l'histoire en tant que telle, mais il y a tant de symbolisme à analyser que ce film est d'une richesse absolue. Et je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo de Peggy, la 7e théorie, qui en parle très bien. 17e position, le meilleur film d'animation japonais sorti cette année. Et pourtant, c'est pas celui-ci que j'attendais en priorité. Les Enfants de la mer. Une sorte de conte philosophique très intéressant, très complexe, peut-être un peu trop, mais alors sur le plan visuel et narratif, c'est vraiment une œuvre que je salue à chapeau bas. Voilà. Et j'aurais pu le placer plus haut là aussi si je l'avais revu. J'ai pas eu l'occasion. Parce que, à mon avis, à la seconde lecture, ce métrage prend une autre dimension. 16e position, l'un des films français choc de l'année, Grâce à Dieu, un métrage qui a fait grincer des dents, mais moi qui m'a profondément touché par rapport à sa thématique, donc sur la pédophilie dans l'église. Et pour moi, ce film brille par son intimisme, sa façon de raconter des histoires au plus proche des personnages. On est totalement impliqué de A à Z. Alors oui, il y a quelques longueurs, mais franchement, un très beau brûlot de François Ozon. 15e position, Vice. Ah oui, alors voilà un film que j'ai longtemps mis dans mon top 5, que j'ai revu. Alors, c'est pas qu'il a baissé dans mon estime, c'est surtout qu'il y a eu beaucoup d'autres films très bons qui sont sortis entre-temps. Mais voilà un film politique intéressant sur Dick Cheney, donc le vice-président George W. Bush. C'est raconté avec une forme grandiloquente qui peut être critiquable, je l'avoue, mais franchement, l'ensemble est très pertinent et grinçant tout en étant drôle. Donc, pour moi, ça marche. 14e position, le meilleur film d'animation français, un véritable conte philosophique, là aussi, et très humaniste, J'ai perdu mon corps. Alors oui, c'est très spécial
comme un film d'animation. Et pour moi, il est réussi au-delà de son histoire. C'est un film sur le ressenti des choses et j'ai été bouleversé par l'ensemble. J'ai été surpris aussi parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Bravo Jérémy Chaplin. 13e position, le film de Céline Sciamma, Portrait de la jeune fille en feu. Un véritable tableau onirique avec deux actrices extraordinaires, Noémie Merlan et surtout Adèle Haenel, qui pour moi mériterait un César pour ce rôle-là. J'espère qu'elle sera au minimum nominée. En tout cas, voilà un film très profond, très bouleversant sur les sentiments, qui m'a glacé d'une certaine manière, mais qui m'a surtout ébahi. 12e position, et là aussi j'aurais pu le placer plus haut, mais le second visionnage, n'a pas été aussi excellent que je l'aurais imaginé. Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Alors oui, c'est une magnifique fresque. Brad Pitt et Leonardo DiCaprio sont extraordinaires. Eux aussi méritent des nominations aux Oscars pour leur rôle. Il y a quelques longueurs cependant, mais la fin est totalement jouissive, exquise même. Voilà, c'est un film en fait qui est peut-être un poil long sur certaines séquences, mais une véritable réussite. Pas le meilleur Tarantino, mais quand même, quoi. C'est du Tarantino pur jus. Donc je me vois mal le mettre plus bas. Ah, il rate le top 10 quand même, mais bon, c'est pas grave. 11e position, et lui aussi rate le top 10 de très peu. En fait, il en est sorti in extremis. C'est le fameux The Irishman de Martin Scorsese. Alors bon, pourtant, celui-ci, il a beau être très long, je n'ai pas ressenti de longueur. C'est une véritable histoire passionnante. Là aussi, c'est une véritable fresque que Scorsese nous conte avec des acteurs comme lui sur leur crépuscule. Et ça se sent, c'est un film profondément nostalgique avec une fin extraordinaire, l'une des meilleures fins de film de cette année, avec cette porte qui se referme, mais on ne sait pas si elle va se refermer totalement. Scorsese a voulu jeter un regard sur sa carrière à travers cette œuvre. Ça ne sera probablement pas son dernier film, mais ça aurait très bien pu l'être. Et ça y est, nous arrivons au top 10. Alors là, je vais peut-être rentrer un peu plus dans les détails, même si je vais rester bref, parce que de toute façon, j'ai parlé de tous les films de cette liste, et même les 41 cités préalablement en impro ciné-critique. Donc de toute façon, si vous cherchez sur YouTube le titre du film en mettant impro ciné-critique à côté, vous aurez mes avis détaillés si vous le souhaitez. Attention, attention, c'est l'heure de vérité. 10e position. Toy Story 4. Alors, voilà un film qui à la base était plus bas dans mon classement, mais je l'ai revu le 1er janvier, le jour de l'an, en après-midi. Et finalement, je me suis dit quand même, il est franchement réussi. Alors, on en avait parlé avec Artopolis à l'époque en podcast, et j'en avais fait une vidéo très positive, mais avec le recul, je me disais, franchement, est-ce que ça va aller le coup et tout. Je salue le brio de Pixar d'avoir su relancer une saga qui pourtant s'était conclue parfaitement avec la fin de Toy Story 3. C'était pas gagné d'avance, mais ce Toy Story 4 apporte quelque chose de supplémentaire dans l'évolution des personnages principaux, notamment donc Woody et Buzz l'éclair, tout en rajoutant quelque chose en plus, Fourchette et Gabi Gabi pour ne citer que cela. Et c'est une belle réussite. Alors oui, il y a des longueurs, il y a ce côté un peu action-aventure au milieu, ou dans le parc d'attractions ou dans la brocante, qui pour moi est un petit peu surfait par moment. Un surplus de personnages aussi. Mais franchement, quand on voit comment ce Toy Story 4 se termine avec une émotion vraiment intense, oui, j'ai versé ma petite larme, je l'avoue. Je ne peux pas le classer autrement qu'en 10e position, parce que c'est un film qui marquera l'année 2019 au fer rouge, d'une certaine manière, pas autant que d'autres personnes, je le sais, mais le voilà quand même en 10e place. 9e position, Le Dain. Voilà un film français qui n'est pas mon film français préféré de l'année. Et non, il y en a un plus haut. Mais bon, encore une réussite de Quentin Dupieux qui continue son quasi sans faute en tant que metteur en scène et avec un énorme Jean Dujardin qui mériterait une nomination aux Oscars pour moi sur ce rôle, même s'il aura peut-être plus pour le J'accuse de Polanski et encore. Ce film paraît simple, en mode personne désespérée qui n'a plus que son blouson en daim dans la vie, mais derrière tout cela se cache un véritable brûlot social qui donne une connotation assez dramatique au film, qui reste pourtant assez drôle et fun. Ce n'est donc pas un mince exploit que Quentin Dupieux a réalisé avec ce métrage, d'autant plus qu'il est assez court, donc bien rythmé,
et on ne s'ennuie à aucun moment. Voilà. Il y a de l'humour corrosif là-dedans, il y a un petit peu de surréalisme aussi, et on est hors du temps. C'est ce que j'ai apprécié dans ce film. 8e position. Ne coupez pas. Alors voilà le film surprise de cette année et de ce top 10. Un long métrage underground japonais, un film de zombies, mais pas que, ça va beaucoup plus loin. En regardant ce film, vous irez de surprise en surprise. Toute la première partie est tournée en plan séquence, c'est le concept du film dans le film que l'on voit au début. Et après ça va au-delà de tout ça, on est dans un délire totalement méta, un film profondément drôle. C'est assez indescriptible, je ne peux pas en dire plus sans les spoilers, je vous conseille tout simplement son visionnage, mais voilà un film dont je n'attendais absolument rien, je l'ai lancé en sachant qu'il a été très apprécié, mais de là à l'imaginer en 8e position de mon top d'une année assez extraordinaire, j'avoue que je ne m'y attendais absolument pas. 7e position. L'heure de la sortie. Réalisé par Sébastien Marnier, une véritable ambiance ce film. Alors oui, il y a quelques longueurs par moment, bien sûr, mais toute l'atmosphère construite dans ce thriller à la lisière du cinéma de John Carpenter, c'est pour moi extraordinaire. Ce film n'a pas d'égal pour moi cette année dans sa construction. Laurent Lafitte y est extraordinaire. Là aussi, il mériterait une nomination aux Oscars parce que c'est quasiment un rôle à contre-emploi, même si on connaît l'acteur, hein, il sait tout jouer sur le papier. Mais là, franchement, c'est une histoire qui fait flipper. Un brûlot très corrosif sur l'humanité, avec un message écologique derrière très pertinent, qui met en avant une nouvelle génération désabusée. Et finalement, c'est un film très politique et d'actualité que Sébastien Marnier nous a offert ici. Une des plus belles surprises de l'année, il faut l'avouer. 6e position. À couteau tiré, ou Knives Out en VO. Réalisé par Rian Johnson, celui qui a été tant décrié pour Star Wars 8, et bien là, il nous a offert un film policier, une sorte de Cluedo, une detective story qui renverse les codes, avec des acteurs qui sont à fond, qui prennent plaisir à jouer. Alors oui, il y a certains personnages qui ne sont pas suffisamment développés, je vous l'accorde, mais voilà, j'ai adoré ce film parce qu'il nous prend constamment à contre-pied, avec des révélations à contre-temps. Moi j'aime ça, parce que j'ai été surpris tout en n'étant pas surpris en tant que tel par l'intrigue. C'était fun à voir, Daniel Craig y est extraordinaire, ça me donne envie d'ailleurs de voir ces James Bond. Franchement, que dire de plus? Il aurait même pu être plus haut finalement dans mon classement si j'avais eu le temps de le revoir, puisqu'il n'est sorti que tardivement au cinéma, mais franchement, l'un des films les plus jouissifs, les plus fun que j'ai vu cette année. 5e position. Douleur et gloire, ou Dolor y Gloria, réalisé par Pedro Almodóvar, le film espagnol de l'année. En même temps, c'est le seul que j'ai vu, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mais quel film! Pour moi, c'est le long métrage intimiste le plus réussi de l'année. Je me suis totalement intégré à l'histoire de voir ce réalisateur sur le déclin, qui a un regard sur sa vie et sur sa carrière, qui a encore de l'espoir, mais c'est compliqué. Très touchant. Ouais, c'est l'un des films les plus touchants de l'année, parce qu'il y en a quand même encore plus haut dans le top qui ont bien marqué mon esprit. Mais Pedro Almodóvar ici nous a fait peut-être aussi ce qui pourrait être une œuvre crépusculaire, même si je l'imagine mal arrêter sa carrière là-dessus. Et Antonio Banderas dans le rôle principal est génial. Pour moi, c'est l'acteur de l'année. Voilà. J'espère et je croise les doigts, même si ça sera difficile parce que c'est un film étranger, qu'il soit nominé aux Oscars parce qu'il le mérite. En tout cas, personnellement, il reçoit mon Oscar. Il a eu le prix d'interprétation à Cannes. C'est déjà pas mal de toute façon. Bref, Pedro Almodóvar, je connais mal sa filmographie encore. J'ai adoré Tout sur ma mère, que j'ai revu cette année avec grand plaisir. Mais ce film-là, en tout cas, mérite d'être dans les piliers de sa carrière. 4e position. Parasite de Bong Joon-ho. Film sud-coréen d'un réalisateur qui lui aussi n'est pas loin du sans faute dans sa carrière. Le thriller social de l'année, clairement. Un film très intelligent, très intéressant sur cette lutte des classes, avec ces deux familles que tout oppose et ces pauvres qui vont essayer de vivre une vie de riche en profitant d'eux. Mais on se demande au final qui est le parasite de qui, parce que
Quand on y pense, ce film de Bong Joon-ho est un véritable brûlot dénonciateur d'une certaine classe riche coréenne. Ça se sent, on le voit donc à travers cette famille de nantis qui se laisse berner et qui a des réactions, on va dire, très limites sur le plan humain. Franchement, quand on voit ça, on ne peut que saluer la profonde justesse d'écriture d'un film qui brille de bout en bout, que ce soit par la performance de ses acteurs ou donc par son scénario. Franchement, Parasite, il aurait pu être sur mon podium, parce que, autant vous l'avouer, les 4 premiers films de mon top auraient très bien pu être interchangeables, mais ça s'est joué à très peu de choses. Troisième position, Ad Astra. Et oui, le film de James Gray, je le mets ici, avec un Brad Pitt extraordinaire, introspectif. Un film qui m'a profondément bouleversé avec l'histoire de cet homme perdu, un petit peu isolé, car sa vie de famille a explosé en 1000 morceaux. Et nous suivons, à travers son voyage dans l'espace, une véritable quête identitaire, la quête d'un père qu'il a qualifié comme héros et qu'il a idéalisé, et dont il va découvrir les secrets les plus sombres au fur et à mesure qu'il avance vers Neptune. Donc oui, je comprends que certaines personnes aient pu passer à côté, c'est très contemplatif, mais pas que, il y a aussi des scènes d'action assez marquantes, de très bons moments rythmés comme cette course-poursuite sur la Lune, avec une petite dénonciation d'ailleurs de la société de consommation au passage. Pour moi, ce film est très riche et maîtrisé dans l'ambiance que James Gray a voulu insuffler. On peut éventuellement reprocher le surplus de narration. Il aurait dû y en avoir un peu moins, parfois c'est trop bavard à ce niveau-là, mais bon, le message philosophique et existentiel derrière m'a beaucoup marqué, et donc je ne pouvais pas imaginer le mettre plus bas que cette troisième place. Deuxième position, Joker. Ah oui, il est là, Joker, évidemment. Beaucoup de gens l'attendaient dans mon top, je ne l'avais pas cité, ce n'est pas une surprise de le retrouver ici. Deuxième place du coup pour un film qui m'a évidemment beaucoup remué. Là encore, nous avons l'histoire d'un homme qui est un petit peu délaissé, isolé ici par la société, qui est en quête de savoir qui il est vraiment. Alors, évidemment, beaucoup de gens ont qualifié ce film de politique. Pour moi, il est plus humain qu'autre chose. Bien évidemment, nous assistons ici à la construction du monstre par la société, quelqu'un qui va sombrer dans l'enfer de ses actes. Mais j'ai été touché par le destin donc de Arthur Fleck, parfaitement interprété par Joaquin Phoenix, qui est évidemment l'un des acteurs de l'année, en dessous de Antonio Banderas de peu pour moi, mais mérite lui aussi sa nomination aux Oscars. Il l'aura peut-être d'ailleurs. Et puis j'ai été tellement surpris aussi par le travail de Todd Phillips, que jusque-là je n'avais connu que pour ses Very Bad Trip. Et comme quoi, il ne faut pas juger un metteur en scène par rapport à ses œuvres précédentes. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. Parce que là, l'ensemble est parfait à ce niveau-là. Il y a une véritable ambiance, il y a des prises de risques visuelles et narratives. Alors évidemment, on joue entre réalité et illusion. Et nous-mêmes, en tant que spectateurs, une fois sortis de la salle, on ne sait pas trop ce qu'on a vu. Eh bien, figurez-vous qu'en le revoyant après coup, une seconde fois, j'ai tout autant apprécié et j'ai tout autant été viscéralement anéanti d'une certaine manière par le résultat final. Franchement, Joker, j'aurais pu le mettre numéro 1 s'il n'y avait pas eu ce film dont je vais parler évidemment là, qui ne m'avait pas remué les 5 sens quelques semaines auparavant. Première position. Midsommar de Ari Aster. Eh oui, l'expérience cinéma de l'année 2019. Je ne pouvais pas, au final, le mettre autre part que cette première place, même si, intrinsèquement, je l'apprécie autant que les 3 précédemment nommés, c'est clair. Mais vu ce qu'il m'a fait vivre au-delà même de la séance cinéma, jusqu'à la nuit suivante d'ailleurs, qui a été très perturbée de certains cauchemars, alors oui, Midsommar, c'est le long métrage qui m'a procuré le plus d'émotions, qui m'a le plus traumatisé d'une certaine manière, et ça faisait longtemps qu'un film ne m'avait pas procuré cet effet-là, donc rien que pour cela, il mérite sa première place. Il faut dire qu'à mes yeux, tout est brillant dedans. Certes, le rythme prend son temps, mais c'est justement pour moi la force d'un film qui nous fait aller au plus profond des méandres psychologiques de son personnage principal, en totale dépression et en perdition. Florence Pugh d'ailleurs, qui la joue, est pour moi la révélation de l'année au niveau des actrices et l'une des meilleures actrices de l'année aux côtés d'Adèle Haenel dans Portrait de la jeune fille en feu. Elle mériterait elle aussi une nomination aux Oscars. Alors je ne sais pas si l'Académie voudra mettre ce film en avant, mais bon,
Pour moi, ça le mériterait amplement. Et puis, il y a toute une richesse symbolique à travers cette communauté donc que nous allons suivre en Suède et que les Occidentaux vont essayer de comprendre sans vraiment chercher à comprendre d'ailleurs. Là aussi, il y a une certaine critique de la société occidentale et non pas que sur la société de consommation ou l'ambition, mais aussi sur le côté familial, notamment avec une forme d'hypocrisie contrebalancée ici par des valeurs d'une communauté certes très étrange, mais qui n'est pas comprise tout simplement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'Ari Aster nous plonge dans cette incompréhension avec des scènes totalement improbables, mais d'une profondeur et d'une connexion ultime qui mérite très certainement une profonde analyse, et peut-être que j'y reviendrai un jour, allez savoir. Voilà, c'était donc mon palmarès 2019. J'espère que j'ai pas été trop long et trop bavard. Si j'ai oublié de mentionner certains films, c'est soit parce que je ne les ai pas vus ou tout simplement pas suffisamment appréciés pour les citer ici. Il y en a d'autres que j'ai bien aimés d'ailleurs, mais j'ai pas pu parler de tout. N'hésitez pas à faire une liste en commentaire et je vous dirai en réponse si je les ai tout simplement vus ou non. Voilà, c'est tout pour cette année 2019, une année qui méritait une conclusion en bonne et due forme, même si on est déjà rentré de plein pied en 2020. N'hésitez pas à proposer vos tops également d'ailleurs si vous le souhaitez, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.